Je vous présente mes invités d'aujourd'hui. Alexandre Delval, bonjour. Vous êtes politologue et vous publiez un livre qui s'appelle La mondialisation dangereuse, un livre qui est publié aux éditions L'Artilleur. Alexandre Delval, est-ce que vous aussi vous prenez ça comme un affront, au fond, ce qui s'est passé? En même temps, vous allez me dire que c'est un détail. Bien sûr que c'est un détail par rapport à une certaine violence, mais c'est une telle provocation. Ils sont condamnés le jour même, on parle d'eux, et le soir même, ils arrivent à pénétrer dans un stade assez facilement au sud de tout le monde. Je pense que d'un point de vue philosophique et géopolitique, c'est le problème de la culture, de la haine envers l'autorité qui se pose. Alors je sais, on ne peut pas faire que de la philosophie, c'est pas concret pour la politique. Mais s'il y a une culture qui a dépassé récemment, vous savez, le rap un peu violent, parce que beaucoup de rap est violent, on connaît Booba, Caris, leurs bagarres dans les aéroports, etc. On sait qu'aujourd'hui, le budget du rap est supérieur au budget de toute la culture pop en général. Donc ça représente une puissance, et malheureusement, mais on peut les comprendre aussi, un juge doit tenir compte des rapports de force d'une société. Il sait que, par exemple, en Espagne récemment, les juges ont été plus durs qu'en France. Ils ont mis en prison, mais beaucoup plus longtemps, un rappeur très populaire. Pendant 2 jours, Barcelone était à feu et à sang, plein de magasins cassés, une razzia sur Barcelone. Ça a beaucoup étonné, mais ils n'ont pas cédé. C'est pour éviter des réactions? Je pense que les juges, de même que quand les juges sont très laxistes, donc, vaut mieux être puissant, quoi. Il y a 2 raisons. Il y a la culture de l'excuse de l'ENM, avec une forte prégnance gauche ou extrême gauche, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait un peu plus humain, peut-être que nous, en tant que juges, on fera attention. Les juges sont souvent menacés. On leur dit, on va te faire la peau, on sait où t'habites. Comme les flics qui sont de plus en plus menacés. Et beaucoup de policiers, on leur dit aussi, même si t'es pas menacé toi, il va y avoir un désordre, ils vont tout casser pendant 15 jours pour avoir la paix. En plus, comme c'est une star, qu'il y aura plein de gens qui vont descendre dans la rue dès qu'il va claquer les doigts, eh bien, on tient compte des rapports de force. Les rapports de force, c'est à la base de la géopolitique, mais aussi de la politique. Et donc, il faut que la force change de camp. Il faut que la dissuasion, la peur change de camp. Et ça veut dire l'absence du laxisme. On pourrait prendre 2 exemples. Vous parliez du maire de gauche, démocrate, mais on pourrait aussi parler de l'autre bord, qui a le droit d'exister aussi, n'est-ce pas? Giuliani, qu'est-ce qu'il a fait? C'était lui qui avait lancé la tolérance zéro. La tolérance zéro, reprise d'ailleurs par quelqu'un de gauche. Et Bloomberg. Et ça m'avait étonné, quelqu'un de gauche, qui était mitterrandien un peu comme vous à l'époque, qui avait repris ça en France. C'était intéressant. L'ancien fondateur des SOS Racisme, il était fasciné par la tolérance zéro de Giuliani. C'est intéressant. Et on pourrait prendre un autre exemple, peut-être moins intéressant, mais Singapour. À Singapour, à la racine, on punit, mais il n'y a pas forcément plus de flics dans la rue. Moi, ce qui m'a étonné à Singapour, il y a une dissuasion permanente, une police extrêmement rigide, mais il y a moins de flics dans la rue. La société paraît moins fliquée, mais il y a une culture de la non-excuse qui est permanente, même dans un taxi. Vous faites référence à Singapour. Le plus important à Singapour, en fait, c'est la lutte contre le communautarisme. À Singapour, il interdit d'avoir 2 mêmes communautés dans un même immeuble. Bon, c'est des exemples très différents quand même. C'est un autre modèle. Mais je pense que le modèle américain est extrêmement intéressant. C'est-à-dire Giuliani et Bloomberg ont fait que les choses ont changé. Mais le problème que vous posez, Harlem qui était un casse. On va rester sur la France. Restons proches. Je reviens sur la France. Et justement, je rebondis par rapport à ce que vous dites sur la sévérité, ce qu'il faut mettre. Et l'exemple de ça, c'est Savigny. Ce qui s'est passé à Savigny, où les policiers ont été menacés, pourquoi ils ont été menacés? Et là, ça dépasse le cadre de la culture. Là, on est dans le business. C'est-à-dire, soit vous ne faites rien, et vous êtes dans des mairies, vous considérez que la drogue, écoutez, on fait avec, parce qu'en vérité, il y a du chômage, et que tout est calme. Et là, je vous assure, les dealers, ils bougent pas. Ils font la police dans le quartier, il n'y a aucun problème. Et le jour où vous considérez qu'il faut s'attaquer à ça, ce qui est fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un point de deal qui est démantelé chaque jour en France. Et un point de deal en France, il faut savoir qu'on saisit entre 20 000 et 80 000 euros. Donc ce sont des sommes énormes. Et le lendemain, il renaît ailleurs. Non, mais en tous les cas... Le jour même. Soyons clairs. Monsieur Morandini... Non, mais c'est vrai. Mais je ne dis pas que ce n'est pas la bonne solution. C'est vrai que les menaces envers les flics, effectivement, et envers les juges, sont liées souvent liées au raid des policiers et au démantèlement de... Christine Kelly, votre regard sur ces images de Lyon où ces gens narguent la police, narguent la justice, en fait, et on a le sentiment qu'on est impuissant face à ça. Alors déjà, je rebondis sur ce qu'a dit monsieur. Je pense on n'a pas besoin d'attendre les états généraux de la justice pour savoir qu'il faut des places de prison, qu'il faut l'exécution des peines et qu'il y a un vrai problème d'exécution de peine. Je pense pas... Non, mais ils ont été débloqués. Ce qui est stupéfiant, c'est que si vous vous rendez dans un spot comme cela, vous voyez toute la journée des gens dealer, vendre.
On pourrait très bien mettre des caméras à distance. Le service de renseignement savent faire ça de manière discrète, sans mettre une caméra qu'on peut casser tout de suite. On pourrait prendre en flagrant délit, parce que le problème, ils ont des petites doses qui coûtent pas très cher. On a du mal à pénaliser. Souvent, ils avalent la dose qu'ils transportent dans la bouche. On connaît les réseaux d'approvisionnement Caraïbes et surtout Sénégal. On connaît les réseaux mourides. C'est des réseaux très hiérarchisés qui reversent à un caïd, à un grand chef, un cher, une partie du profit. On connaît ces réseaux horribles qui sont de l'exploitation des êtres humains, parce que tous les petits passeurs travaillent pour des organisations tentaculaires. Donc on connaît ces réseaux, on pourrait les démanteler, on pourrait expulser. Alors les consommateurs sont souvent des Français, hein, c'est pas une majorité d'étrangers. Mais les vendeurs, c'est des réseaux parfaitement identifiés. J'ai lu un rapport du ministère de l'Intérieur. Pourquoi on ne sanctionne pas ça beaucoup plus durement? On peut prendre en flagrant délit. Alors certes, on dit c'est pas assez au niveau volume et au niveau... Mais je regrette, on pourrait faire une loi qui dit que même s'il a quelque chose qui ne coûte que 30 €, eh bien, il a vendu en flagrant délit une drogue extrêmement dangereuse. Le crack, c'est encore pire que la cocaïne. Le crack, c'est hyper dépendant. On est avec une zone de non-droit. Oui. En plein Paris. Il faut interner. Il n'y a pas de policiers. On ne peut même pas y aller en moto. Monsieur, on s'est fait attaquer hier parce qu'on y allait en moto. Démanteler les réseaux. On peut. Le rapport de police que j'ai vu montre qu'on peut démanteler ces réseaux de vendeurs. Et deuxièmement, on peut prendre en charge et sevrer et désintoxiquer de force, s'il le faut, ces gens qui sont tellement dépendants qu'ils n'ont plus de libre arbitre. Et Anne Hidalgo a dit récemment que ça l'a choqué, l'histoire de l'internement en hôpital psychique. Il y a des centres spécialisés rien que pour le sevrage. Alors, je donne la parole à Alexandre Delval. Juste un petit rappel, je pense que vous aviez raison quand vous disiez que les peines ne sont pas appliquées. Un juge me disait récemment un cas qui est très courant, hein, un garçon qui vient d'être majeur, 27 condamnations, agression, vente de drogue, etc. Il a pas fait un jour de prison. Et des personnes qui ont 27 ans, 28 ans, 30 condamnations, ils ont fait quelques mois de prison et parfois avec sursis. Mais comment est-ce possible alors que la loi pourrait leur ajouter jusqu'à 15-20 ans en cumulant tout? Et on a un des codes les plus stricts au monde. On a un des codes les plus stricts au monde. Pourquoi il n'est pas appliqué? Et quand il est appliqué par des juges qui ne sont pas tous laxistes, le juge d'application des peines libère même parfois des terroristes. Il y a un problème. La justice n'est pas laxiste. Non, la justice est foncièrement laxiste. La justice n'est pas laxiste, c'est faux. L'agression physique. Et je trouve dangereux ce discours. Non, il n'est pas dangereux. Il y a plein de gens qui connaissent des cas. Vous êtes en dehors de la réalité. La justice est très dure, elle peut l'être plus. Mais elle a besoin de preuves et de moyens. L'indigner inutilement. Vous savez très bien que ça existe. Les gens libérés quelques heures après avoir agressé des grands-mères. Vous le savez, ça arrive tous les jours. Ou des juges d'application des peines qui libèrent des terroristes ou des voyous qui ont agressé physiquement des prédateurs, des gens dangereux, ils sont libérés ou alors ils font du sursis. Ça arrive tous les jours, vous le savez, vous pouvez le nier. Sachez maintenant que ceux qui nous écoutent le savent et le vivent. On écoute un sage. Je dénonçais d'avance, avec 15 ans d'avance, l'évolution du mouvement féministe vers une volonté d'indifférenciation, le fait qu'on voit bien ce que c'est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire la fameuse théorie du genre, qui explique que le biologique ne compte pas, que vous n'êtes pas une femme, je ne suis pas un homme, qu'un jour vous pouvez être homme et qu'un lendemain vous pouvez être femme, et moi aussi. Moi, je pense que le biologique est déterminant, même si je ne sous-estime pas évidemment la force du culturel, comme elles disent, mais je pense qu'un homme n'est pas une femme et qu'une femme n'est pas un homme. C'est tout ce que j'ai dit. Ça ne veut pas dire que je... Vous êtes encore incompris, Éric Zemmour, c'est ça. Non, mais c'est normal, parce que vous avez vu la machine... Mais vous avez raison, je suis en partie incompris, parce que vous avez vu la machine de propagande contre moi. Je ne compte pas, je le dis là ici, je ne compte pas enlever le moindre droit aux femmes. Ce n'est pas dans mon esprit. Et je pense que les hommes et les femmes sont égaux, ont les mêmes droits, ont le même droit à avoir, évidemment, des études, un travail. Alexandre Delval, il est clair là. Oui, il est très clair, mais surtout, moi je pense que pour comprendre Zemmour, qu'on soit pour ou contre, hein, j'essaie d'être objectif. Je le connais depuis quelques années parce qu'on avait fait une interview au Figaro il y a 25 ans. Pour comprendre le phénomène Zemmour, c'est l'idée de culpabilisation, qui fut d'ailleurs le secret de la réussite. Rappelez-vous de Sarkozy, en 2006-2007, le succès de Sarkozy, c'était quoi? Halte à la repentance. Il y a une telle charge de culpabilisation sur le peuple français et européen depuis très longtemps que celui qui déculpabilise a un boulevard devant lui. Je répète, quoi qu'on en pense. Et le secret de Zemmour, si je peux terminer, c'est justement de dire il faut se déculpabiliser. Et si on comprend ça, j'en parlais avec un responsable de la communauté juive hier, qui me disait c'est quand même choquant sur Pétain, etc. Si on veut comprendre ce que ce monsieur qui est quand même
qui est allé dans des écoles juives jeunes, qui va à la synagogue, je ne dirais pas laquelle, mais où on le rencontre récemment à la synagogue, on ne peut pas l'accuser d'être antisémite, c'est une accusation totalement ubuesque. Oui, vous direz ça au grand rabbin de France. Mais la raison pour laquelle... Pardon. Attendez, si je peux terminer. Oui. Vous dites on ne peut pas l'accuser d'être antisémite. Le grand rabbin de France l'a dit. Oui, vous avez raison. Oui, mais vous dites on peut pas. Mais avec une certaine autorité, reconnaissez-le. Je veux dire pourquoi antisémite, c'est un mot qui n'a dans ce cas, vous pouvez brouiller toutes les pistes. Réalité, aucun lien avec ça n'a aucun intérêt. Pourquoi je dis ça? Je vais vous dire, c'est pas quoi qu'on en pense, parce que bien sûr, c'est ce qu'il a dit sur Pékin a choqué. Mais la raison pour laquelle il l'a dit, je dis bien, c'est pas pour le défendre, je dis ça. C'est parce que il a été relaxé. Son idée, c'est que on doit faire en sorte que la France soit amoureuse de son histoire et qu'elle soit fière d'elle-même. On n'est pas obligé d'essayer de réhabiliter Pétain pour ça. Je vous dis bien sûr. Très loin le Pétain. Je vous dis que c'est pas sur le fond. Bien entendu, il ne faut pas réhabiliter Pétain. Bon, on est d'accord alors. Je me rappelle. Allez, c'est bon. On fait pas un débat sur Pétain. Non, mais je termine. Le grand résistant Alain Griotret nous avait convoqué il y a 27 ans pour faire un livre avec Georges Fenech, Goldnadel, etc. C'était une certaine idée de la France. Et si on lit ce livre, c'était le Zemmour d'il y a 25 ans, c'est le même qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit? Il est foncièrement adorateur de Gaulle, à tel point que les Pieds Noirs, sa communauté d'origine, lui reprochent. Alors là aussi, on peut après dire par rapport à des... Vous savez, vous avez entendu Phil Kelkraut récemment qui parlait de Pétain? Non, mais vous pouvez faire la gymnastique que vous voulez. C'est le raison antisémite. Phil Kelkraut a donné raison sur le fond. Débattre avec Zemmour. La gauche ne veut pas débattre avec Zemmour. Argument, les idées. C'est le gros problème. Il faut combattre les idées. Respectez-vous entre vous. Claude Pasternak. Je pense que Éric Zemmour est dans une logique qui lui est propre, elle est extrêmement cohérente et elle est lisible. Elle est lisible, c'est-à-dire une réconciliation globale de l'histoire de France. Simplement, cette histoire de France, justement, c'est de savoir où est la France. Voilà. Et c'est le vrai sujet, parce que lorsque Jacques Chirac, et c'est une vraie divergence avec Éric Zemmour, quand Jacques Chirac dit... Pétain, ce n'était plus la France. C'est pas ce que disait Mitterrand, d'ailleurs, vous vous rappelez? Mais Mitterrand... Soyons chiraciens, alors. Attendez, il n'y a pas de problème. Mais Mitterrand, il n'y a aucun problème, et c'est un gars de gauche qui vous le dit. Mitterrand était comme Soyons chiraciens, absolument. Je suis un homme de gauche qui n'a jamais voté François Mitterrand. Absolument, oui. Bon, donc je ferme la parenthèse. Donc, sur Éric... On trahit la République. Il est du côté de ceux qui affaiblissent la France, qui voient jamais les problèmes dans le pays, qui veut croire que l'étranger est le problème majeur de la France. La République. Mais parce qu'il est du côté de ceux qui sont de la xénophobie. Il ne fait pas de la déculpabilisation. Vous savez ce qu'il fait? Il libère une désinhibition. Il libère l'inhibition. Il désinhibe et donc il libère la rage. Je pense que la France, elle s'en sort quand il y a des résistants comme De Gaulle qui arrivent même à rallier les communistes autour de lui. Pas du côté de Gaulle, monsieur. Elle vaut mieux que Zemmour et il faut que la France se ressaisisse, que les Français ne tombent pas dans les pièges de ce manipulateur, de ce falsificateur qui est un danger. La France... elle ne connaîtra que la défaite. À chaque fois qu'elle vote Zemmour, c'est la défaite de la France. Où sont les De Gaulle? Alors peut-être qu'ils sont ni à gauche ni à droite, mais c'est quelque chose qui soit de l'ordre du gaullisme et non pas du zémourisme qui est un nationalisme. Votre coup de gueule ne fera pas oublier une vérité. C'est votre camp, les socialistes, qui avaient voté à plus de 65% les pleins pouvoirs du maréchal Pétain. Les deux plus grands collabores, c'était Doriot et Déa. Votre camp est celui de la collaboration et Mitterrand était un collaborateur. Pas comme Arthur Chaussy. Votre coup de gueule ne fera pas oublier ça. Votre fonds de commerce, c'est le renversement des responsabilités. Et l'AF, vous dites être précis. En quoi Zemmour est membre de l'AF? En quoi Zemmour est membre de l'Action française? Mitterrand est membre de l'Action française. Votre idole est un collaborateur décoré du maréchal Pétain. C'est votre camp qui est dans la collaboration. Et c'est Mandel qui résistait et De Gaulle. C'est la droite qui résistait. Elle est celle d'Arthur Chaussy. Je veux le signaler. Zemmour était dans l'AF. Laisser passer de telles attaques. Vous répondez je suis l'héritier. Votre camp est le camp historique de la collaboration des pacifistes collaborateurs. Je suis l'héritier d'Arthur Chaussy, député de Seine-et-Marne, comme je l'ai été, votre diversion ne fera pas oublier la réalité. Mitterrand est décoré de la francisme, fidélité au maréchal Pétain. C'est vous, le camp de la collaboration. Qui était comme moi député de Seine-et-Marne. Donc moi, vos manipulations et vos vociférations zémouristes, je voulais l'avoir avec Zemmour. Les jeunes, allez le défendre où vous voulez et vous m'aurez face à moi. Votre fonds de commerce, c'est la réduction à l'Hitlerum, la culpabilisation. Ça, je tiendrai. Ça, on laisse parler. S'il vous plaît, on laisse parler. Jamais passé. Christine. Les sexistes. Christine.